Imaginez une seconde, nous sommes en 1885. Depuis des siècles, la guerre a une odeur, une couleur et une contrainte majeure, la poudre noire. Quand une bataille éclate, au bout de quelques minutes, le champ de bataille est noyé dans un brouillard épais et blanc. Les soldats ne voient plus rien, les armes s'encrassent et leurs positions sont immédiatement repérées par l'ennemi à chaque tir. Et soudain, en 1886, la France dévoile un secret militaire si bien gardé que les espions allemands n'en reviennent pas. Une arme qui tire plus loin, plus vite et surtout sans faire de fumée. Cette arme est le fusil Lebel modèle 1886. C'est le premier fusil réglementaire à utiliser la poudre sans fumée. Du jour au lendemain, il a rendu toutes les armes du monde obsolètes. Il a forcé l'Allemagne, l'Angleterre et la Russie à tout recommencer de zéro. Mais ce fusil est aussi un paradoxe. Une révolution balistique montée sur une mécanique déjà dépassée. C'est l'arme, équipée de sa baïonnette, qui a accompagné le poilu dans les tranchées de Verdun. Aujourd'hui, on démonte l'histoire, la mécanique et la légende du fusil qui a changé la guerre moderne. Bienvenue dans l'histoire du Lebel. Mais avant toute chose, je profite de cette vidéo pour vous faire une annonce. En parallèle à cette chaîne, j'ai ouvert une seconde chaîne YouTube que je co-anime avec un de mes fils. On parle d'armes de défense de catégorie D, on teste des rations de survie, du matériel et des armes de loisirs. Cette chaîne s'appelle Survie Pratique, je vous mets le lien ici et dans la description. Merci d'avance de vous y abonner et d'y jeter un petit œil. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Pour comprendre le Lebel, il faut revenir 15 ans en arrière. En 1871, la France vient de subir une défaite humiliante face à la Prusse. L'Alsace et la Lorraine sont perdues. L'armée française a soif de revanche. On restructure tout. À cette époque, le fusil standard français est le fusil gras. Un fusil à un coup, gros calibre, 11 mm à poudre noire. C'est une bonne arme, mais elle a un défaut majeur, elle tire au coup par coup. De l'autre côté de la frontière, l'Allemagne adopte le Mauser 71-84, un fusil à répétition avec un magasin tubulaire. Les Français paniquent. Si une nouvelle guerre éclate, le soldat allemand pourra tirer 8 coups, quand le Français n'en tirera qu'un. En 1884, un homme arrive au ministère de la guerre, le général Boulanger. Il est populaire, il est pressé, il veut moderniser l'armée tout de suite. Il donne un ultimatum aux ingénieurs militaires. Je veux un fusil à répétition supérieur à celui des Allemands. Et je le veux pour le printemps 1886. Nous sommes au début 1885. Ils ont moins d'un an et demi pour inventer le futur. Le vrai génie de cette histoire n'est pas le fusil en lui-même, mais ce qu'on met dedans. Depuis le Moyen-Âge, on utilise de la poudre noire. Un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon. C'est instable, ça encrasse les armes et ça fume énormément. Mais dans les laboratoires français, un chimiste nommé Paul Vieille travaille sur la nitrocellulose. En 1884, il arrive à stabiliser ce composé pour en faire une poudre propulsive. Il l'appelle la poudre B. C'est une révolution totale. Premièrement, sa puissance. La poudre B est 3 fois plus puissante que la poudre noire. Cela permet de réduire le calibre. On passe du gros 11 mm à un petit 8 mm très rapide. Deuxièmement, la vitesse. Une balle de fusil gras volait à environ 450 mètres secondes. La balle du Lebel dépasse les 600 puis 700 mètres secondes. Troisièmement, la tension de trajectoire. La balle va si vite qu'elle ne tombe presque pas. Le soldat n'a plus besoin de calculer la hausse pour tirer à 200 ou 300 mètres. Il vise, il tire, il touche. C'est ce qu'on appelle la racence. Et bien sûr, pas de fumée. L'ennemi ne sait plus d'où vous tirez. Le général Boulanger a sa poudre miracle. Maintenant, il faut le fusil. Une commission est créée à la hâte, dirigée par le général Tramont. Parmi eux, le colonel Nicolas Lebel, directeur de l'école de tir qui va s'occuper principalement de la balle blindée. C'est ironique car le fusil porte son nom, alors qu'il a conçu qu'une petite partie de l'ensemble. Le temps presse. Au lieu de dessiner une nouvelle arme, ils décident de bricoler en améliorant l'existant. Ils prennent le système de fusil de marine Kropatschek et du fusil gras et ils l'adaptent. C'est ici que le Lebel acquiert sa caractéristique la plus célèbre et son plus gros défaut. Le magasin tubulaire. Les 8 cartouches sont stockées les unes derrière les autres dans un tube sous le canon. Avec une balle dans le transporteur et une dans la chambre, le Lebel peut contenir 10 cartouches. C'est énorme pour l'époque. Mais attention, c'est un casse-tête d'ingénierie. Si vous alignez des balles pointues les unes derrière les autres, la pointe de la balle arrière touche l'amorce de la balle avant. Au moment du recul du tir, boum, explosion dans le magasin. Pour éviter ça, les ingénieurs ont dû inventer une cartouche spéciale, avec un étui à double cône et une rainure sur le culot pour protéger l'amorce. Une solution ingénieuse pour un problème qui allait bientôt devenir obsolète. Quand le Lebel 1886 sort, c'est un séisme. On appelle ça la crise de 1886. Imaginez l'Allemagne. Ils viennent juste de distribuer leur nouveau Mauser 71-84 à toute leur armée. Des millions de marques dépensées. Et le jour où le Lebel sort, le Mauser ne vaut plus rien. Il tire moins loin, moins vite et sa fumée aveugle ses propres soldats. L'Allemagne doit réagir en urgence et créer le Gewehr 88. C'est la course à l'armement
qui mène tout droit à 1914. Mais le Lebel est né trop tôt. En se précipitant pour utiliser le magasin tubulaire, la France a raté la prochaine grande invention qui arrivait 3 ans plus tard, le chargement vertical et le clip. Sur un Mauser allemand de 1898, on charge 5 balles d'un coup en 1 seconde grâce à une lame. Sur le Lebel, une fois les 8 coups tirés, le soldat doit recharger. C'est lent, terriblement lent, sous le feu ennemi. Le Lebel est balistiquement supérieur, mais mécaniquement dépassé. Malgré ses défauts de rechargement, c'est bien le Lebel qui équipe la majorité de l'infanterie française en août 1914. Et il va se révéler être une bête de solidité. Dans la boue des tranchées, là où les mécanismes plus fins s'enrayent, le Lebel continue de tirer. Son boîtier de culasse est quasi indestructible. Il est indissociable de sa baïonnette, l'épée baïonnette modèle 1886, à lame cruciforme, surnommée affectueusement Rosalie, car elle devenait rose de sang. Il subira des modifications, notamment l'adoption de la balle D en 1898. Cela permettra au Lebel de rester efficace à des distances incroyables, jusqu'à 4 km en tir de saturation. Le Lebel a fait la Marne, Verdun, la Somme. Il a été de tous les combats et il sera peu à peu remplacé par le fusil Berthier, qui se charge par clips. Mais il restera en service, notamment pour les tireurs d'élite et les lance-grenades, jusqu'en 1940 et même au-delà dans les colonies. Le fusil Lebel est l'exemple parfait d'une technologie de transition. Il a été le premier, le pionnier de l'ère des armes modernes. Il a offert à la France une avance stratégique majeure pendant près de 10 ans. C'est un fusil conçu dans l'urgence, imparfait, lourd, long à recharger, mais d'une robustesse légendaire et une précision redoutable. Il est le symbole du poilu, le symbole d'une armée française qui, techniquement et industriellement, était capable du meilleur. Si vous avez eu l'occasion d'en tenir un en main, souvenez-vous, vous tenez pas juste un morceau de bois et d'acier. Vous tenez l'objet qui a fait basculer le monde dans la guerre moderne. Si cette plongée dans l'histoire du Lebel vous a plu, dites-le moi en commentaire, laissez un petit pouce bleu, boostez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!